Alors, je vais juste le recharger une fois parce que j'ai fait des modifs. Est-ce qu'il veut bien? Il veut pas recharger la page. Voilà. Et on est parti. Non, je veux pas imprimer, je veux présenter. Bien sûr, la fonction de présentation. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. On va parler aujourd'hui du workflow produit et comment il nous aide à mieux décider et exécuter. Moi, je m'appelle Quentin Henbel. Je suis lead product manager chez Open Classrooms. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Open Classrooms? Quelques-uns. Bon, là, c'est plutôt dev, donc normalement, oui. Je sais peut-être même l'ancien nom, le site du zéro. Ok, parce qu'il y a quand même des presses, des fois, que je fais où pas grand monde connaît Open Classrooms. Très rapidement, mon parcours, moi, j'ai commencé dans l'industrie. Donc, je suis ingénieur généraliste à la base. J'ai commencé par installer des machines en usine, puis à gérer de la production en usine. Donc, j'ai été formaté par le Lean, mais au sens manufacture. Donc, vraiment, j'ai appris toutes mes bases de métier et de gestion de projet dans du Lean pur et dur. Et ça m'a beaucoup servi après. Ensuite, j'ai basculé dans l'informatique. J'ai fait de la gestion de projet et je suis devenu architecte solution sur Salesforce, qui est un petit CRM que vous connaissez peut-être. Et ensuite, j'ai fait la bascule sur le produit. Je suis rentré chez Open Classrooms il y a 6 ans maintenant, en tant que senior PM, puis lead PM, puis staff PM, et maintenant je suis lead. Je vais assez vite exprès parce que, bon, voilà, vous connaissez un peu tous. Open Classrooms, aujourd'hui, on en est. On est une entreprise à mission qui est de rendre l'éducation accessible. Donc, c'est hyper important pour nous. Ça drive pas mal de choses. Le cœur de ce qu'on fait, c'est de la formation en alternance, 100% en ligne, sur des métiers en tension. Et on est très présent en France historiquement, un peu en Europe, et on est en train de se déployer aux États-Unis. Et ça va être un peu notre fil rouge, là, c'est sur comment on se déploie aux États-Unis. Pardon, j'ai perdu une page qu'il me fallait, c'est celle-là. Voilà, on est aujourd'hui 200 employés. On a été 500 il y a 4 ans. Donc pour vous dire, on a été en hyperscale, puis on a beaucoup d'e-scale. Aujourd'hui, on a une cinquantaine sur produits, tech, design. Et on a 4 squads. On a eu 10 squads dans le passé, pour info. Et on est devenu une université américaine. Et on est la première entité en France à avoir ce statut-là. Donc on est reconnu par la WASC, qui est un des organismes certificateurs aux US, mais qui reconnaît notamment Stanford, Berkeley, donc c'est un petit peu sérieux. Voilà, je continue. J'ai perdu ça, là, voilà. Donc, mon sujet, là, vraiment, c'est comment s'assurer qu'on prend les bonnes décisions au bon moment pour livrer vite, mais surtout pour livrer les bonnes choses. Je vais pas parler de qualité de code, etc., parce qu'on a des super équipes tech et ce qu'ils livrent, c'est top. Mais moi, vraiment, mon sujet, c'est l'alignement. Quand on n'est pas, en fait, tout à fait d'accord entre le produit, le business, qu'on n'a pas les mêmes priorités, bah, à la fin, ça génère des problèmes. On peut avoir des problèmes de process aussi. On n'est plus que 4 squads, on a été 10 squads avec des contextes fonctionnels très différents et parfois techniques un peu différents. Et donc, c'était un peu compliqué parfois pour certains de comprendre ce que faisaient les autres, pourquoi ils faisaient comme ça, etc. Et beaucoup de décisions de dernière minute, notamment quand on était dans la phase d'hyperscale, en mode il faut aller vite, il faut faire des trucs dans tous les sens. Et puis au dernier moment, en fait, non, on a changé d'avis, on veut faire autre chose. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup réfléchi à tout ça, on a beaucoup itéré sur nos process, sur notre façon de travailler, de collaborer avec les équipes, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est que là, ces 3 symptômes, on pourrait y en avoir d'autres, mais en vrai, c'est une seule cause. On a un gros sujet d'alignement et de prise de décision. Et donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Donc, nous, on a ce qu'on appelle le product workflow, c'est-à-dire que vraiment, on a théorisé la façon dont on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a documenté, on a itéré, ça fait plusieurs années qu'on est sur ce sujet-là. Je vous le résume. On a les idées, donc, qui peuvent soit être, qui peuvent venir un peu n'importe où dans l'entreprise. Je vais rentrer en détail après. Hein. On a un process de roadmap, bien sûr, de valider qu'est-ce qu'on fait les 3 à 6 prochains mois. Ensuite, une fois qu'on sait les sujets qu'on veut aborder, on passe sur une phase de solution. Donc, c'est quoi la bonne solution pour résoudre le problème? On livre, on lance et on vérifie que ça s'est bien passé et qu'on a atteint les objectifs. Et en vrai,
à chaque étape, on a des soucis. Alors, j'avais prévu toutes les slides sur fond noir, donc vous voyez pas forcément tout. Je vais peut-être vous les lire là quand même. Au niveau des ID, de ce qui nous alimente, on a des sources et des formats très variés. C'est-à-dire que ça peut venir de n'importe qui dans l'entreprise, du CEO jusqu'à la personne, le sales qui appelle les leads, voilà, vraiment n'importe qui. Sur le process de roadmap, on avait des gros soucis d'alignement, j'en ai parlé, sur les priorités, sur les objectifs. Sur les solutions, quand on commence à se dire voilà ce qu'on va construire, ben souvent on avait des retards trop tardifs, genre ah c'est livré, vous pouvez tester, et en fait ah vous n'avez pas compris, en fait l'objectif c'était pas ça. Voilà. Des arbitrages métiers sur le delivery parce que bah, on va très vite, on a beaucoup de sujets et on n'a pas le temps de tout faire sur les dates demandées. Donc là-dessus, beaucoup d'arbitrage. Sur le launch, on a eu beaucoup de soucis pendant très longtemps sur de la com interne en fait. Et sur bah, on va trop vite pour les équipes qui sont en front avec les étudiants, les mentors, etc. Et parfois on livre des trucs qui sont pas prêts, ils n'ont pas pu parler à leur communauté, faire la com, etc. Et le post-launch, bah, idéalement, on devrait suivre ce qui se passe, itérer, etc. Mais en fait, on n'a pas le temps parce qu'on est déjà là sur le sujet d'après. Donc, on passe notre temps à faire ça. Donc, voilà un peu tous les problèmes qu'on a sur notre chaîne de Product Workflow. Et du coup, on a essayé d'attaquer tous ces problèmes. Donc là, l'idée, c'est que je vais prendre un cas d'exemple qui est la classe américaine, qui est la décision de se lancer aux US et sur comment on a traversé un peu tout ce workflow et ce qu'on a rencontré comme problème et comment on a essayé de l'adresser. Donc, en fait, il y a une décision stratégique. Donc vraiment, top-down, le board, le CEO, qui nous disent, en fait, notre relais de croissance, il est aux US. Donc, l'année prochaine, on se lance aux US. Ça, c'est 2024 à peu près. Et en fait, on va inventer un marché aux US. C'est-à-dire qu'on va aller aux États-Unis, leur expliquer c'est quoi l'apprentissage. C'est quoi une formation d'alternance quand c'est pas pour un métallo ou un cuisinier. En gros, ils ont que ça comme apprentissage aux États-Unis. Et nous, on va essayer de leur faire comprendre que le modèle de l'apprentissage sur plein de métiers, alors nous, on a commencé par le dev, effectivement, mais maintenant, on le fait sur plein d'autres choses. On le fait même sur la préparation à la santé, à des ambulanciers, à des assistantes maternelles. On fait ce genre de choses aussi. Et donc, notre but, c'est de créer ce marché-là aux États-Unis. Un peu ambitieux, mais voilà. Donc, ce qu'on se dit, c'est pour que ça marche, il faut qu'on soit reconnu. Donc, on va essayer de devenir une université américaine. L'idée, c'était de dire progressivement, on a besoin d'une reconnaissance business, que les employeurs entendent un peu parler de nous. Très compliqué aux États-Unis, parce que c'est un très grand marché, il y a des gens qui sont là depuis des années, etc. Donc, on s'est dit, on va aussi passer par une reconnaissance universitaire. Voilà, si on est dans le même sac, on disait tout à l'heure, Berkeley, Stanford, etc., nos sales, on commence à avoir des arguments de vente. Le problème, entre guillemets, c'est qu'en fait, on a tenté le coup et on l'a eu en moins de 6 mois. Et en fait, personne ne l'a du premier coup. Et nous, on l'a eu du premier coup. Et du coup, du jour au lendemain, on dit, bon, ça y est, on est une université américaine. Du coup, il faut qu'on ouvre et qu'on fasse entrer les étudiants demain. Et donc, là, ça a été en mode, toutes les prix au change. Oui, mais quand même, faut pas arrêter ce que vous avez en cours pour la France parce que, bon. Donc, bref. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça, c'est notre point de départ. C'est ce truc-là. Donc, là, je vais avoir un peu chaque chapitre que vous avez vu sur le workflow. Donc, le premier point, c'est la priorisation. On nous dit, décision stratégique, top-down, allez, on y va, on déploie aux US. Le problème, c'est comment on priorise ça par rapport aux besoins existants pour la France. Donc, des choses qui fonctionnent chez nous, c'est l'ID Box, je vous en parlerai après, c'est vraiment, on incite tous les gens en interne à nous proposer des solutions, en tout cas des problèmes à résoudre, ou des idées, ou des opportunités, etc. Je rentrerai en détail après. Et on a mis en place un framework de priorisation qui est pas très éloigné du RICE, qui est assez connu, qui est un peu plus détaillé et qui fonctionne bien pour nous, qu'on appelle le Love Me. Et on va prendre différents critères. Pareil, je vais revenir un peu dessus après. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir dire, en fait, comme on a réduit le nombre de squads, on se retrouve avec des squads qui ont des périmètres fonctionnels très larges. Et donc, il faut qu'on arrive à prioriser l'investissement entre les squads aussi. Et au sein d'une squad, entre 2 ou 3 sujets, où l'échelle de valeur n'est pas du tout la même. Donc vraiment, au sein de ma squad, je vais avoir un truc qui dit réduction des coûts, je vais avoir un truc qui dit business en plus, et puis je vais avoir un truc qui dit productivité des ops. Et en fait, il faut que je puisse comparer les trois.
Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment on fait pour comparer ces trucs-là et pouvoir prendre des décisions informées là-dessus. Et en fait, c'est un truc sur lequel on a vraiment investi et pour moi qui a vraiment fonctionné. C'est en fait ce truc-là, on l'a pas fait en chambre, juste les product managers entre eux ou avec les designers et les engineering managers. En fait, on est allé vendre et construire ça avec tous nos partenaires. On leur a dit, il faut qu'on commence par la base, c'est-à-dire, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi nos objectifs. Et là, il y a eu un gros travail au sein de toute la boîte de dire, en fait, il faut qu'il y ait les mêmes objectifs, mais un seul objectif partagé pour tous les directeurs, VP, etc. Et tant qu'on n'en est pas là, on commence pas, en fait. Donc, on a commencé par ça. Et ça a été game changer, clairement. Ça a été de dire, en fait, la boîte, elle a 3 objectifs. Et les objectifs de chaque équipe sont rattachés à ces objectifs-là. Et si à un moment donné, on n'est pas d'accord, on remonte et on demande, en fait, c'est quoi l'alignement. Et vraiment, on perd du temps au début, mais en vrai, on en gagne à la fin. Parce qu'à chaque fois, on peut très vite rationaliser en disant, en fait, c'est quoi l'impact qu'on veut avoir? Toi, tu me demandes de faire autre chose, mais regarde, moi, je fais mes calculs et je te dis que ce truc-là, il est plus pertinent que ce truc-là, parce que factuellement, voilà la grille de lecture, quoi. Et ça marche très bien. Donc là, je vous montre un petit focus sur l'IDbox. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est vraiment, on a mis un petit formulaire et on a dit à n'importe qui dans la boîte, si vous avez une idée, vous remplissez ça, juste pour que nous, PM, derrière, on puisse le lire et se dire, OK, ça parle de tel sujet, ça doit tomber dans tel squad, et l'objectif business qu'on veut atteindre, c'est relié à ça. Et ensuite, une fois qu'on l'a adressé au bon endroit, on va itérer, on va discuter, etc., pour le faire rentrer dans notre process. Ça, c'est pas mal. Ça nous a servi là depuis 2 ans, je pense qu'on l'a mis en place. Maintenant, on est en train de se dire, avec l'IA et tout ça, on va le remplacer par un chatbot, où tu vas discuter avec le chatbot, et à la fin, tu vas dire, c'est bon, j'ai toutes les infos, tu n'as pas besoin de remplir des cases, ça va remplir les cases qui vont bien, alors que nous, en vrai, on veut beaucoup plus de détails que ça. Donc, on va itérer à chaque fois derrière, on va discuter, etc. Mais en tout cas, ce premier truc de dire, attends, m'envoie pas un Slack, m'envoie pas un email, tu crées une IDbox, ça rentre dans ma liste des 150 IDs, et ensuite, on en parle. Déjà ça, en fait, ceux qui ont une ID, un truc, mais qui n'ont pas le temps de remplir l'IDbox, c'est qu'en vrai, leur ID, elle sert à rien. Si eux n'ont pas les 5 minutes ou 10 minutes qu'il faut pour remplir ça, ça marche pas. Au début, ça a créé un peu de frustration chez nos partenaires, métiers, etc. Mais en vrai, ils sont pris au jeu et maintenant, ils nous sortent des trucs. Alors, avec l'IA, c'est plus facile aussi, hein, mais ils nous sortent des trucs très documentés. Ils savent ce qu'on va aller chercher dedans. Donc, quand ils veulent vraiment pousser un truc, ils vont nous mettre en avant les chiffres qui vont bien. Ils vont eux-mêmes chercher les chiffres, etc. Et donc, en fait, petit à petit, on éduque toute la boîte au process produit. Et donc, de structurer ça à chaque étape, ça marche très bien. Donc, un truc que j'ai pas dit ailleurs, il y a aussi ça, c'est qu'on a fait beaucoup de com en interne sur c'est quoi notre process produit, pourquoi on fonctionne comme ça, et pourquoi c'est dans l'intérêt de la boîte que tout le monde comprenne le process et suive le process. Et que nous, on est là pour aligner les gens, on n'est pas là pour prendre des décisions à leur place, en fait. On est juste là pour se dire, c'est quoi la meilleure décision pour la boîte au global, et on doit tous être alignés. Je continue. Je fais un petit focus sur le Love Me. Alors, on voit pas grand-chose, mais en gros, c'est notre RICE un peu amélioré. On a défini, en fait... Oups, je suis en train de perdre le micro. Pardon. On a défini quelques catégories. Nous, on a un sujet, on l'appelait legal, mais c'est legal, compliance, etc. C'est, en fait, est-ce qu'on a le choix de le faire? Et des fois, on n'a pas le choix. Il y a une nouvelle loi qui sort, la facturation électronique en septembre. En fait, les sujets, il va falloir les lancer. User, c'est en gros quelle portion de notre base d'utilisateurs ça concerne. Et en fait, sur chaque critère, on a de 1 à 5. Ensuite, la valeur qu'on apporte aux utilisateurs. Donc, est-ce que c'est un game changer pour notre étudiant? Si on fait ça, en fait, il va avancer 2 fois plus vite. Ou, en vrai, lui, il s'en fout, ça change rien. On redesign telle page, en vrai, ça change pas son expérience. La valeur que ça a pour le business. Donc, ça peut être soit, en fait, ça va ramener du bookings, du revenu en plus, ou de la productivité interne, etc. Donc, on dissocie vraiment les deux. Et dans certains cas, on va impacter les deux. Dans certains cas, on va dire, ouais, là, il n'y a aucune valeur utilisateur, mais en vrai, ça a quand même une valeur pour nous, pour le business, pour la rentabilité, etc. Ensuite, la maturité, on l'a découpée en deux, on est en train de la refusionner en vrai. C'est la confiance, c'est est-ce que je suis sûr que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je suis sûr que si je fais ça, ça aura l'impact que j'ai mis au-dessus? Donc par exemple, je peux dire, l'impact il n'est pas très élevé, 2. Par contre, je suis sûr que si je le fais, j'aurai cet impact. J'ai quand même une confiance de 5. Ou alors je peux dire, ce truc-là, si ça marche, ça va tout changer. Donc c'est 5. Par contre, je suis vraiment pas sûr que ça marche.
bah, confiance 1. Et en fait, comme ça, on vient balancer un peu aussi les trucs de... Les gens qui nous disent, j'ai un truc qui va changer le game, bah, on dit, ok, c'est 5. Par contre, prouve-le-moi, tant que je suis pas convaincu, t'es à 1 en confiance. Et maintenant, on discute sur pourquoi tu crois que c'est bien. Et en fait, ça permet à chaque fois de structurer la discussion et avec les stakeholders et les décideurs, de dire, bah, en fait, généralement, nous, on fait le score dans notre coin, on leur dit, le score, c'est 7. 7, c'est pas ouf. Hein. Ils nous disent, ah, c'est que 7, bah, pourquoi bah, je dis, bah, regarde le score. Nous, on a écrit 2 phrases à chaque fois pour dire, bah, sur notre échelle, là, je t'ai mis 2, là, je t'ai mis 3, là, je t'ai mis 4, etc. À la fin, ça fait 7. Si t'es pas d'accord, dis-moi sur quel point t'es pas d'accord, on discute de ça. Et en fait, encore une fois, on passe beaucoup de temps à discuter en amont, mais au moins, à la fin, on a des trucs qui sont priorisés où les gens se sont alignés parce qu'on a discuté, en fait. Voilà, la maturité solution, c'est est-ce qu'on sait techniquement comment on va le faire? Donc déjà, en fait, c'est évident, c'est une page qu'on a déjà, on modifie une page existante, on rajoute, il y a un peu de back, il n'y a pas de front, voilà. On discute de ça entre nous, en 10 minutes, on est capable de se dire, ça va prendre un ticket, un sprint, un trimestre. En gros, c'est un peu ça les échelles qu'on a. C'est un peu comme du t-shirt sizing, on a un tout petit peu affiné, mais c'est ça. Donc ça, c'est l'effort plutôt, pardon. Donc le reste, effort. Nous, on chiffre l'effort qui reste à faire. Et donc, si on reprend un sujet qu'on avait abandonné avant, on peut dire, le sujet est énorme. Ouais, mais on a quand même fait les 2 tiers déjà, les gars. Donc, en fait, il reste pas tant que ça. Ça permet de reprendre des sujets qu'on a laissés de côté. Et oui, donc la maturité solution, c'est on sait ce qu'on va faire. Il y a du back, il y a du front, il y a de l'API, il y a des trucs. Ouais, c'est bon, on a une grosse idée. OK. Et on a rajouté, on ne va pas en bas là, l'impact éthique. C'est lié à notre statut de société à mission, c'est lié à l'engagement de tous nos collaborateurs. En fait, on a un score, donc il faut savoir que du coup, le Love Me, en vrai, on fait grosso modo la somme du L, U, V, M, on divise par l'effort, donc c'est du RICE, ça ressemble à ça, mais juste, on vient augmenter l'effort par notre score éthique. Donc on a créé une petite matrice, et on dit, est-ce que j'ai des API, est-ce que j'ai du stockage, donc là, c'est l'impact écologique plutôt. On va regarder, est-ce que j'ai de l'IA et à quelle partie? Est-ce que en vrai, c'est aligné avec la mission de rendre l'éducation accessible? Est-ce qu'on ne fait pas un truc qui fait du business mais qui est pas bon pour les étudiants, etc. Donc, on a ce truc-là. Honnêtement, aujourd'hui, la pondération de ce truc-là est vraiment faible. C'est plus un reminder de quand je fais mon score, est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que je me suis posé les questions? Et ça nous sert plutôt à orienter les solutions. Donc, parfois, on va prendre une solution qui n'est pas la solution la moins chère, mais parce qu'on a réfléchi à l'éthique, à ce qu'on appelle éthique, ce que je disais, hein, c'est très large, mais en fait, il vaut mieux qu'on fasse un peu différemment. Et sur le long terme, c'est quand même plus cohérent par rapport à ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Ah oui, je fais un petit point sur la roadmap aussi. Dans toutes mes roadmaps, j'ai une liste hyper longue de ce que je ne devais pas faire. Et c'est souvent là-dessus qu'on discute le plus longtemps. Hein. C'est pas sur les 3 trucs que j'ai dit qu'on allait faire. Ça, tout le monde est d'accord. Je leur dis, du coup, on s'est mis d'accord sur ces 3 trucs-là pour le trimestre qui vient. Ça veut dire que les 10 trucs qui sont là, qui sont hyper importants, ils sont pas prioritaires. Et s'ils sont pas prioritaires, ça veut dire que je veux pas recevoir un mail à ce sujet-là. Je veux pas que vous allez parler à mes devs en douce pour leur demander, tu peux me faire ce truc-là? Non. On a écrit, ce n'est pas dans la liste. Et ça paraît bête, mais alors vraiment, ça ouvre de très bonnes discussions. Parce que naturellement, les chefs ils se disent oui, on est d'accord sur les 3 priorités. Mais bon, 4 et 5, non. Et non, mais en fait, on fait ça et on préfère faire ça, quitte à se dire, au bout d'un mois dans le trimestre, en fait, il y a un contexte qui a changé et on met à la benne ce qu'on a dit il y a un mois et on rediscute complètement des 3 priorités, que si on n'a pas exclu vraiment tout ça, en fait, ça re-rentre par la porte, par la fenêtre et à la fin du trimestre, on a 8 sujets au lieu de 3 et on livre rien ou pas complètement ou pas à temps. Donc ça, c'est un truc qui marche très bien. Voilà. J'enchaîne, vous aurez un temps pour les questions à la fin, de toute façon. Donc là, c'est la partie discovery. Et donc là, la discovery, c'est assez standard en produit, je pense qu'on a tous entendu parler. C'est en gros, c'est valider quel problème je veux résoudre ou quelle part de marché je veux atteindre, etc. Et on peut avoir différentes profondeurs de discovery. Donc sur ce sujet-là, nous, on a vraiment été mis au pied du mur en mode, on n'a rien à préparer sur le sujet. Mais alors rien, on n'a même pas un peu de continuous discovery, on s'est préparé sur le sujet, ça fait quelques mois qu'on l'a comme priorité 12, donc on sait que ça va arriver un jour. C'est en mode, ok, dans 6 mois, il faut qu'on ait sorti quelque chose, mais en fait, c'est quoi les contraintes du marché US? On n'en sait rien.
Donc là, vraiment, on s'est dit, en fait, on fait une macro discovery. De quoi il y a besoin pour pouvoir dire je suis une université aux US et je fais rentrer des étudiants aux US. Et notamment, en fait, on s'est rendu compte que notre modèle de formation qui est un peu particulier, qui est vraiment basé sur la validation de compétences via des projets en contexte professionnel, c'est ça qui a fait qu'on a eu en fait l'accréditation du premier coup, parce qu'ils sont en train un peu de changer de mindset aux US. Et on est déjà là où ils veulent être, eux, dans 1 ou 2 ans, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, ils nous ont dit « Ah ouais, super, c'est notre vision, venez ». Mais sauf qu'il y en a quand même des gros sujets d'accréditation. Donc en gros, pour délivrer un diplôme, les critères aux US sont pas du tout les mêmes qu'en France. Aux US, on va venir valider des crédits, un nombre d'heures, etc. Comme dans un certain nombre d'universités en Europe. Mais en France, on n'est pas obligé de faire ça. Donc nous, on n'a jamais donné de crédit. On a juste dit, pour avoir ce diplôme de tel niveau, il faut avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et on va les prouver via des projets et via des soutenances devant des professionnels qui disent oui, il a acquis la compétence. Et ça nous suffit à délivrer un diplôme en France. Aux US, pas du tout. Et du coup, j'ai pas précisé, mais moi je suis lead PM sur la partie training, donc l'expérience étudiante, du moment où il a signé son contrat avec nous jusqu'au moment où il est diplômé. Et donc là, on dit, en fait, sur l'expérience étudiante en elle-même, on n'a rien à changer quasiment. On a des 3 virgules, la traduction, de la localisation, des choses comme ça. Mais par contre, sur la fin de parcours, sur comment je livre mon diplôme, tout change. Et en fait, pour que tout change à la fin, il faut changer plein de trucs à toutes les étapes. Bref, on s'est rendu compte de ça grâce à la Discovery, du coup. Et on a, pareil, nous, on a tout templétisé, chaque étape. On a des templates de macro disco, de disco précises, etc. Et ensuite, on passe à, une fois qu'on a listé, une fois qu'on a fini notre disco, on dit, voilà tout ce qu'il y aurait à faire. Voilà ce qui nous semble pertinent pour commencer. Maintenant, on peut passer à la phase de solution. Donc, c'est, en fait, en combien de lots, de features, etc. Je vais découper ça pour avancer et je peux pouvoir prioriser les solutions ensuite. Donc voilà. Et le fait de passer pas mal de temps à cadrer le problème, vraiment, ça nous aide à pas avoir des discussions, on va dire, fondamentales sur des solutions. Normalement, une solution, on dit le problème que j'adresse, c'est ça. Et la meilleure solution pour l'adresser, c'est A, B ou C. Nous, on pense que c'est A, donc on y va comme ça. Mais d'abord, il faut avoir dégrossi le problème, valider qu'on a tous la même compréhension du problème, et valider qu'au sein de ce grand problème, il faut faire cette partie-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc on passe, pareil, beaucoup de temps à faire ça. Donc, en vrai, c'est un truc que je veux dire à chaque étape, mais vraiment, on passe notre temps à clarifier quelque chose, le documenter, faire valider la compréhension. Une fois que tout le monde est aligné, on va à l'étape d'après. Là, je vous montre rapidement le résumé de l'opportunité à la fin. Donc la discovery, chez nous, on appelle ça une opportunité. Et donc, l'idée, c'est que en une page Notion, grosso modo, n'importe qui dans la boîte peut comprendre pourquoi on a travaillé sur le sujet, donc le contexte, les problèmes à résoudre, donc ce qui va devenir des solutions ensuite, quel impact business on veut avoir, et quels résultats on va vouloir mesurer. Donc déjà, à ce niveau-là, on commence à dire, en fait, on va avoir tel impact sur tel chiffre clé de la boîte. Et on discute de ça et on se met d'accord de ça avant d'aller plus loin. Bien sûr, en dessous, il y a plein de data en plus, etc., sur les benchmarks de la compétition, les user insights, ce qui remonte de la data, ce qui remonte des équipes internes, etc. Et on commence à calculer. Donc, le Love Me que je vous ai montré tout à l'heure, c'est dans une solution, je peux mesurer l'effort. Là, sur une opportunité, on mesure que le Love. Savoir, est-ce que j'ai un problème légal? Quelle part de mes utilisateurs ça va concerner? Et quelle valeur je compte apporter? Et c'est un peu mon problème au global, c'est un peu ma part de marché. Si je réglais tout, ce serait ça. Et en fait, ça nous permet de faire une première priorisation entre les différentes discoveries qu'on a à faire. Parce qu'en vrai, comme je vous le disais, on a réduit le nombre de squads, mais pas le périmètre fonctionnel. Donc, au sein de ma squad, je vais avoir 3 ou 4 macro-sujets très différents. Et en fait, j'avais même pas le temps de faire la discovery de tout. Donc, même à ce niveau-là, nous, on priorise, on dit, et on va négocier à chaque fois dans les roadmaps trimestriels. OK, qu'est-ce qui sort en termes de solutions de delivery, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on commence à regarder pour le trimestre d'après? Parce qu'en fait, il y a 4 gros sujets, je peux en traiter qu'un. Et pareil, on a toujours ce truc de découper, de prioriser et de faire valider. Ensuite, on passe au launch. Et en fait, on se rend compte que pour livrer aux US, le mieux probablement, c'est de commencer en faisant tout à la main, quasiment.
C'est de voir, parce qu'en fait, les volumes vont être très faibles. On sait qu'on va pas dire, hey, on est une université US et il y a 2000 étudiants américains qui vont signer le lendemain. En vrai, les sales vont commencer à vendre. Si on en a un la première semaine, c'est bien. Si on en a 10 au bout d'un mois, c'est la fin du monde. Donc en vrai, on peut juste commencer à poser le process et se dire, bah, les équipes Ops directement montrent le process qu'elles veulent un peu. Elles testent des trucs. Nous, on regarde, on documente et au fil de l'eau, on se dit, bah ok, là, elles perdent du temps et si on scale, jamais ça passe. Et comme ça, on va itérer et faire tester directement par les équipes. Et du coup, on passe beaucoup de temps à discuter avec les Ops et les équipes support. Et on passe aussi beaucoup de temps pour le launch sur le go-to-market, donc la stratégie de communication. Parce que ça, je vous l'ai dit au début, c'est un truc où on n'était pas très bon. C'est-à-dire qu'on était bon à livrer vite des choses de qualité, mais à la limite, on livrait trop vite et on livrait trop de choses. Et en fait, on n'arrivait pas, même en interne, à communiquer tout ce qu'on livrait. Donc, on a investi aussi ces dernières années sur, bah, en fait, on a des flags pendant notre process sur, en fait, ce sujet-là, il va être impactant à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc, il faut que quand je franchis telle étape de mon workflow produit, je communique à telle équipe pour leur dire, hey, dans 6 mois, il y a ça qui arrive. Dans 3 mois, il y a ça qui arrive. Dans un mois, il y a ça qui arrive. Et à partir de maintenant, il faut qu'on travaille ensemble les messages que tu veux envoyer à tes utilisateurs, etc. Donc, c'est pareil, le GTM, on l'a vachement processisé parce qu'en fait, on livrait plein de trucs et on voyait pas d'impact parce que les gens ne savaient pas qu'on l'avait livré. Et donc, c'est un des moments où vraiment, le product workflow, on s'est dit, bah, en fait, c'est un investissement, on y passe beaucoup de temps. C'est un truc qu'on itère tous les 6 mois, grosso modo. On revoit les étapes, on revoit le RACI, on revoit les templates, etc. Mais en fait, c'est du temps qui est bien investi pour nous. Et vraiment, on s'est rajouté un type d'activité qui est juste communication. C'est-à-dire, on voit un peu le product workflow comme une checklist en disant, j'ai mes 7-8 étapes globales, et dans chacune, j'ai de 1 à 10 activités. Et les activités, c'est juste envoyer un email. Mais en fait, cet email-là, si je ne l'envoie pas, bah, personne ne sait ce qui se passe, quoi. Et donc, voilà, à chaque jalon, vraiment, on envoie un email aux stakeholders, et limite, on a des templates en disant, voilà ce que c'est, on veut votre feedback, et on le veut pour la semaine prochaine. Pareil, nous on utilise Slack, on a des updates à chaque sprint, on dit sur quoi on travaille, sur qu'est-ce qui arrive après, etc. Et on fait des bi-weekly avec les partenaires, mais bon, ça, je pense que c'est assez courant. Donc voilà, juste un exemple de communication rapidement, c'est un email. Et en fait, là, vraiment, on envoie à l'équipe leadership de ce périmètre-là, on leur dit, bah voilà, vu qu'on est accrédité WASC, voilà l'initiative pour rappel, normalement ils savent de quoi on parle. Un rappel de voilà à quoi ressemble le proto, le lien vers le Miro, vers le Figma, pardon, le lien vers le document Notion, etc. Et on leur dit feedback request. En fait, ça c'est le contexte. Voilà ce qu'on veut de votre part. Vous avez une semaine pour nous faire votre retour. Et on peut leur dire ces 3 points-là, ils sont critiques. Regardez ces trucs-là. Si vous n'avez pas le temps de regarder le reste, regardez ça. Et ça, bah, c'est juste un email, mais alors ça change tout. Parce que pour le coup, les gens regardent, répondent, et ils savent que s'ils n'ont pas répondu, alors que leurs collègues ont répondu à la date limite, et ben en fait, ils ne pourront pas dire qu'on ne les a pas écoutés. Et donc ça, c'est plutôt pour les directeurs, VP, C-level, etc. Avec nos stakeholders, managers d'équipe, etc., on n'a pas besoin de ça parce qu'on les voit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et on construit les solutions avec eux. Donc c'est plutôt, on écrit à leur manager pour dire, on s'est vu, on est d'accord, est-ce que vous êtes d'accord, vous, le coup de tampon, et on y va. Voilà. Autre chose qui nous a bien aidé, c'est ce qu'on a appelé les product decisions. Pareil, c'est encore un template Notion. On adore les templates Notion chez nous. Quand on se pose des questions et on se dit en fait, on pourrait prendre la décision nous en tant que squad, mais quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va nous dire a posteriori, c'était pas la bonne décision que vous avez prise. Et ben en fait, on fait une page Notion. On dit voilà le contexte, voilà les options. J'ai le template juste après, donc on le regardera sur le template, pardon. Donc on le remplit collaborativement avec les parties prenantes, donc typiquement avec les managers. Parce qu'on discute beaucoup avec eux et on se dit, bah, ok, en fait, on a un problème, on a un avis, nous, en tant que gens du terrain, mais il y a des impacts positifs, négatifs, etc. Donc il y a quand même un choix à faire. Et à la fin, on envoie un email un peu comme celui que je vous ai montré, avec le lien vers le Notion en disant, bah, en fait, vous avez le contexte, vous avez les options,
vous avez une semaine pour faire des commentaires, proposer d'autres options, etc. Et à la fin, on prend une décision. Et en fait, si la décision n'est pas prise à cette date, on ne sera pas à l'heure derrière. Ça, c'est la petite phrase qui fait que généralement, ils répondent dans les temps. Et on ne fait pas de réunion. Juste, on documente tout. Après, s'ils nous disent, ah là, ce truc-là, on n'est vraiment pas d'accord, il nous faut une réunion, on fait la réunion. Mais de base, on dit, en fait, tout est documenté, tout le monde a le contexte, en A5, on va y arriver. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en préambule, mais nous, on est en 100% remote depuis avant le Covid. Donc vraiment, de base, on fait que des visios, on se voit jamais au bureau ni rien. Les bureaux sont à Paris, ils sont tout petits, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, on a vraiment cette culture de la 5, des notes, etc. Et nous, on pousse à mort pour ça parce qu'en vrai, moi, en tant que PM, j'ai 4 à 6 heures de réunion par jour, que des visios. Donc dès que je peux, je remplace la réunion par un Notion et une petite vidéo que j'ai fait avant, mais voilà. Et donc, ouais, la leçon, c'est que vraiment, à chaque étape, on a des décisions à prendre et qu'en fait, il faut les documenter. Il faut faire participer les gens qui doivent y participer pour pas qu'il y ait de challenge a posteriori. Parce que c'est vraiment des cas qu'on a eu dans le passé, c'est quand on a lancé les Product Decisions. Les gens les prenaient un peu à la légère. Et au bout d'un moment, en fait, quand on met un produit, ah, mais je suis pas d'accord. Ah, mais on avait fait un truc, et puis t'as pas dit non, et puis voilà. Donc on a vraiment investi là-dessus sur, en fait, quand on vous sollicite, c'est important. On ne vous sollicite pas pour n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment une décision importante. Donc typiquement, là, je prends l'exemple pour le lancement aux US, on devait faire une com pour dire, ah bah, en fait, vu qu'on est une université américaine, on a le droit de délivrer notre diplôme américain aux Français rétroactivement sur toute l'année, etc. Donc c'est quand même plutôt cool. Tout d'un coup, on dit à des gens qui ont fait un diplôme chez nous, ah, en fait, tu as un double diplôme qui est reconnu aux États-Unis. C'est sympa à annoncer. Et là, en fait, on se rend compte que ça fait une grosse com, alors qu'il y a une autre grosse com qui est prévue 10 jours avant pour dire on a refondu nos diplômes français, on a changé l'endroit où tu les trouves, etc. Et on a une stratégie de réengagement de nos alumni en cours. Et du coup, on avait un truc de dire, soit on fait 2 coms séparés, parce que pour les alumni, en fait, il faudra qu'on communique aujourd'hui. Mais du coup, ça fait 2 coms qui sont un peu sur le même sujet, mais pas complètement, et qui arrivent à 2 semaines d'écart, et en fait, les gens vont rien comprendre. Soit on fait une com commune, mais elle doit attendre au moins 2 semaines, qu'on finisse le deuxième sujet et qu'on communique tout d'un coup. Et en fait, nous, on a considéré qu'on ne pouvait pas prendre cette décision nous-mêmes, que c'était une décision business, mine de rien. Et du coup, on leur a dit ça, on leur a dit, voilà le contexte. On commence par dire, en fait, voilà la réponse qu'on veut à la fin. C'est oui ou non sur ça. Ou sinon, c'est option de 3, une des 3. On commence par ça, on leur redonne le contexte. Là, dans Relevant Data, on peut avoir des paquets de trucs. On fait du collapse, on cache tout. Mais en gros, s'ils veulent creuser, il y a tout ce qu'il faut là. Et après, on leur dit, en fait, nous, on a vu 3 options. 1, 2, 3. Voilà les pour, voilà les contre. Et voilà combien ça coûte et quand ça arrive. Et après, on leur dit, nous, de notre point de vue, avec tous les gens impliqués au quotidien, on pense que l'option 3, c'est la meilleure. Après, si vous n'êtes pas d'accord, on discute, mais voilà. Et on balance ça, on leur dit, vous avez une semaine pour nous poser des questions, argumenter, rajouter des pour, des contre dans les options, rajouter de nouvelles options, etc. Et au final, comme ça, on arrive en asynchrone, la plupart du temps, à prendre une décision, et où tous les gens qui devaient participer ont participé. Et à la fin, on note juste, à telle date, on a décidé que oui, on ferait l'option 3. Et comme ça, s'il y a la moindre question après, on peut dire, attends, on va voir la page Notion, tu as signé sur l'option 3, tu viens pas me dire que c'était pas la bonne option. Je accélère un peu parce que je suis pas en avance. Après le launch, l'important, c'est d'apprendre et d'itérer. Donc là, on avait besoin de monitorer les premiers résultats. Donc WASC, c'est le nom de l'accréditateur. Donc de voir, est-ce que les gens viennent chez nous pour ça? Est-ce que les gens viennent télécharger leur diplôme américain, etc. Et en fait, en lançant le truc, on se rend compte de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas anticipé, des edge cases, parce qu'on allait très vite, on a fait un MVP, forcément, il reste des choses. Et en fait, plutôt que se dire, on n'a pas fini, on dit, non, on a atteint l'objectif qui était le MVP. Par contre, on a vu d'autres choses, et en fait, ça fait des nouvelles ID. Donc, soit si on se dit, c'est vraiment un sujet de roadmap, nous, on le prend, on le fait rentrer directement en discussion de roadmap. Soit c'est des partenaires qui nous disent, on pourrait améliorer ça avec ça. Ouais, ID. Et puis, dans le prochain cycle d'ID, on en reparle, et puis on y va, quoi. Voilà, donc, ce qu'on essaye de faire, qui est parfois encore compliqué, c'est vraiment une analyse complète post-launch. Pareil, on livre tellement de trucs et on a tellement de sujets que c'est compliqué de faire des trucs détaillés dans tous les sujets, mais les sujets critiques, vraiment, on se dit, attends, on a 2 métriques à suivre, au moins pendant 3 mois.
Si on voit que c'est stable, ça passe dans le tas des métriques qui tournent toutes seules et puis on regarde de temps en temps. Les métriques d'adoption et surtout, voilà, réinjecter les apprentissages. Donc sur, en fait, il y a un trou dans mon MVP, il faut faire des choses en plus, ou aussi beaucoup sur le process. Je vous disais, le product workflow, là, pour nous, c'est un process, on itère en permanence. Littéralement, toutes les 2 semaines, on a une réunion entre PM sur améliorer le process, on parle de ça. On dit, en fait, telle étape du product workflow, j'ai découvert ce truc-là, ça marche pas, est-ce qu'on peut le simplifier, est-ce qu'on peut le complexifier, est-ce qu'on peut, etc. Et du coup, pour nous, la vitesse, c'est pas d'aller vite une fois, c'est vraiment d'apprendre vite et de redécider vite. Nous, en tant que PM, c'est vraiment notre objectif. Je vais aller très vite là-dessus. Donc, le product workflow, il ressemble à ça. Il n'est pas en entier, là. Donc là, c'est un tableau Notion avec les étapes, je te disais, les steps. Dans chaque step, des activités. Et les activités, elles sont typées. Il y a un RACI, il y a un à qui on communique quand, etc. Et donc, il va y avoir produire des livrables, un Miro, un Figma, une doc technique, faire de la com, valider tel truc, etc. Je passe. Et l'IA dans tout ça, parce que quand même en 2026, je n'ai pas encore parlé d'IA, parce que c'est pas ma priorité personnellement, mais en vrai, l'IA, ça change des trucs. Ce que ça accélère concrètement dans notre workflow, c'est l'analyse des insights. J'ai 4000 cases que le support a en stock, j'ai une question, je lui balance, je lui dis trouve-moi tous les retours qui concernent tel sujet. Ça marche très très bien. Les angles morts. On a nos templates, on a nos docs, et dans tous nos prompts, on a rajouté à ton avis, qu'est-ce que j'ai oublié? Ça marche très bien aussi. Pour l'idéation et les scénarios alternatifs, je disais, on a mis 3 options dans la Proc Decision. On va demander à l'IA, est-ce que tu n'en vois pas une 4e? Ça marche très bien. Et la synthèse de doc complexe, voilà, typiquement, ok, j'ai fait une page Notion qui en fait 400 lignes. Je dois écrire un mail au CEO. Je lui dis, résume-moi ça en 4 lignes. Ça marche très bien. Donc ça nous permet d'accélérer les étapes précises. Par contre, ça n'a absolument rien changé à notre workflow. On n'a pas d'étape en moins, on n'a pas d'étape en plus. C'est juste qu'on utilise l'IA dans chaque sous-étape, oui ou non, ça dépend des étapes. Et ça nous permet d'accélérer et de faire un peu plus, mais pas vraiment plus vite. Est-ce que ça ne change pas, du coup, et les vrais risques? Ça ne nous dit pas ce qu'il faut construire, pourquoi, pour qui. Nous, ça reste 100% humain là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, c'est que de la décision et de la discussion entre humains. On ne lui dit pas, à ton avis, c'est quoi le meilleur sujet? Pour tout ce qui est key result, priorisation, alignement, clairement, voilà, ce que je disais, il faut discuter entre humains. Là-dessus, nous, on voit pas comment faire sans. Et les risques réels, c'est la vitesse sans direction, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus vite sur plein de trucs, mais par contre, si on n'a pas pris la bonne décision et la bonne direction au début, on va beaucoup plus vite dans le mur. Donc typiquement aujourd'hui, on a des équipes d'ingénieurs qui vont beaucoup trop vite pour nous. Donc nous, on leur dit ralentissez parce que nous, on n'est pas prêts. Et comme je vous ai dit, il y a plein d'étapes de décision, d'alignement, etc. En fait, parfois, on leur dit ils ont presque plus rien à faire parce que nous, on n'a pas assez bien cadré les sujets. Et on refuse de balancer des trucs. On a essayé de balancer des trucs à moitié près. Ça sert à rien. Du coup, on discute aussi sur le rôle des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus de leur côté pendant qu'ils nous attendent, etc. Donc ça, c'est des vraies discussions de fond qu'on a aussi avec les engineering managers. On a aussi un souci de responsabilité. Quand on dit, attends, l'IA a produit ça. Ouais, mais du coup, moi, je suis pas foncièrement contre, mais pas forcément pour. Et là, tu te retrouves au milieu du product trio, le PM, le designer et l'ingénieur. Et ouais, ok, pourquoi pas. Mais en fait, personne prend la responsabilité. Donc, nous, on évite de dire c'est l'IA qui remplace telle personne ou qui fait tel truc. On a quand même tous nos compétences et nos responsabilités à prendre. Et du coup, ça, c'est un vrai piège. Un des trucs le plus importants, ça je pense qu'on a déjà conscience, c'est le fond masqué par la forme, hein. C'est-à-dire que l'IA fait des trucs qui sont, mais alors très jolis, parfaits, tu lui dis 3 lignes ou 3 pages, c'est cohérent, etc. Mais alors parfois, mais si tu as mal formulé ton prompt ou si tu lui as pas donné les bonnes données, il va inventer n'importe quoi pour combler les trous, quoi. Donc ça, c'est un vrai risque. Et moi, ce que je vois aussi, c'est la disparition des signaux faibles. C'est-à-dire que, surtout quand on lui demande de la synthèse, en fait, il y a plein de trucs qu'un humain va quand même, en lisant le détail, garder en tête, même s'il ne le met pas dans la synthèse, que quand c'est l'IA qui fait ça, en fait, les signaux faibles, ils disparaissent tous. Et ça peut être un vrai risque à terme.
Donc ça accélère l'exécution, mais ça accélère pas vraiment la réflexion. Si je vais très vite, très vite, très vite, en gros, bah, nos problèmes, on les a résolus comme ça. Au niveau de l'ID, on avait un mauvais alignement. On a beaucoup bossé sur l'alignement des priorités dès le début. Sur les solutions, les feedbacks trop tardifs, on s'est forcé à demander des feedbacks et mettre des deadlines à chaque étape. Sur le process de roadmap, on avait des objectifs non clairs, on les a clarifiés, on s'est aligné tout en haut. Et donc là, c'est très facile de s'aligner. Sur les arbitrages, sur la delivery, on avait des arbitrages qui arrivaient trop tard. Bah, pareil, proc decision en disant deadline, sinon la delivery, elle est ratée. Enfin, la date est ratée. Sur le launch, gros travail de com et de synchro avec les ops notamment. Et sur le post-launch, bah, on se force à faire des recs et des itérations, mais c'est là où on a encore un peu du mal. Et donc, je disais, le process, c'est un produit, on itère tout le temps là-dessus. Et donc, les 4 principales leçons que j'ai retenues, vraiment s'aligner sur la priorisation. Donc nous, notre matrice de priorisation, on la challenge tous les trimestres. Quand les priorités changent, la matrice change. C'est quoi la valeur business de 1 à 5 ? En fait, si le KR a changé en haut, on repasse 1 heure à discuter de comment je mets 1, comment je mets 5. Et on dirait qu'on perd du temps, mais en vrai, c'est hyper important pour la suite. Bien cadrer le problème avant les solutions et faire valider les hypothèses, etc. Pareil, crucial pour pas perdre du temps sur des solutions qui répondent pas aux vrais problèmes. Avoir des décisions actées à chaque étape. Et avoir une structure, donc nous, c'est ce qu'on appelle Product Workflow, qui nous permet d'accélérer quand on veut et aux endroits importants. Et du coup, c'est ça que j'ai pas eu le temps de réinverser, c'est pour les feedbacks, le QR code ne s'affiche pas. Je vais vous le remettre. Mais j'ai fini du coup, donc si vous avez des questions, il nous reste 2 minutes. Merci. Attends, hop. Bonjour. Bonjour. Merci déjà, c'était clair et intéressant. Moi, j'aime bien le concept de la boîte à idées, mais comment vous l'implémentez, au quotidien? Qui prend en charge? Comment vous faites quand vous avez 150 idées? Alors, c'est un truc sur lequel on a beaucoup itéré, parce qu'effectivement, on s'est retrouvé avec des partenaires qui ont compris que ça marchait, donc ils nous ont un peu floudé d'idées. On a beaucoup itéré là-dessus. On a fini par mettre un process de priorisation à un Kanban sur les idées. C'est-à-dire ils peuvent créer autant d'idées qu'ils veulent. Nous, ce qu'on fait dans ma squad, c'est une fois par semaine, on a une réunion entre PM avec le trio, etc. On va se répartir les nouvelles idées en disant qui est-ce qui jette un œil. Déjà, on prend chacun les idées qui sont apparues dans la semaine. Et ensuite, on a une réunion par mois avec les partenaires pour se mettre d'accord sur quelles idées sont prioritaires. Et à la base, c'était quelles idées sont prioritaires à construire. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait trop d'idées à cadrer pour avoir une discussion intéressante sur lesquelles sont prioritaires à construire. Donc maintenant, on a rajouté une étape, un point de discussion dans cette réunion-là, en disant quelles sont les idées prioritaires à regarder. Et en fait, on leur dit, on peut en regarder entre 3 et 5 par mois. Donc vous nous avez fait 50 idées, mettez-vous d'accord. Déjà, comme ça, juste intelligence collective. Sur le mois qui vient, c'est quoi les 3 ou 5 idées qui méritent qu'on y passe du temps? Mais sans ça, sinon on n'y arrive pas. Moi, du coup, j'avais une question par rapport au fait que tu annonces pas mal de PO, PM, directeurs, etc., de mails qu'on envoie avec t'as 1 semaine pour me répondre à cette question. Moi, j'avais 2 questions du coup. Qui sont réellement impactés par tout ça? Et combien de mails, enfin, je parle de mails, mais combien de mails notifications de t'as 1 semaine pour me répondre, tu reçois par jour ou par semaine? Ou est-ce que ça se compte en mois? Parce que derrière, la question, c'est est-ce que finalement, tu passes pas ta journée à ça? Alors nous, on passe beaucoup de temps à écrire des mails et des Slack et des pages Notion. Clairement, le PM, il fait surtout ça chez nous. Concrètement, on va envoyer, allez, on va dire 3-4 mails importants pour chaque gros sujet. Et un gros sujet, il va prendre 3-4 mois. Donc en vrai, par sujet, tu as un mail important par mois, je dirais. Et donc sur un trimestre, je vais traiter 3 ou 4 sujets. Donc de ma part, ils vont recevoir 3-4 mails par mois. Et par contre, la squad d'à côté, ils vont aussi envoyer 3-4 mails, etc. Mais l'idée, c'est justement de dire, j'en ai pas parlé, mais on a aussi un niveau de product decision où on considère qu'on est autonome. C'est-à-dire qu'on discute entre trio avec la squad, etc. Et on dit, bon, là, il y a une décision à prendre. Nous, on a fait le choix. On pense que on n'a pas besoin d'un VP ou d'un C-level pour valider ça. Donc, on le documente un petit peu. On dit, on a pris cette décision et on y va. Et c'est aussi le boulot du PM, etc., de dire, là, je suis confiant pour dire, j'ai pas besoin de demander l'autorisation.
Ou là, attends, je sais que ça va grincer des dents, donc ce truc-là, je l'envoie. Mais effectivement, on essaie de limiter le truc parce que si tu en envoies 10 par jour, c'est sûr que tu n'auras pas les réponses. Ah, on n'a plus le temps. Mais je prends la question après, si tu veux.